La Hollande, ce n'est pas seulement l'autre pays du fromage. C'est aussi le plat pays des tulipes et des moulins, des sabots et des harengs crus. C'est un peu comme en France, nous avons la grève et la baguette. En Allemagne, les grosses berlines et les saucisses. Amsterdam est la capitale d'un pays où les clichés ne font pas seulement partie du paysage, ils en font le charme. Si les stéréotypes reflètent souvent une certaine réalité, ici ils vont jusqu'à nous raconter une autre histoire de la Hollande. Mon parcours très cliché passera forcément par une visite des moulins au bord du fleuve Amstel. Je m'initierai à la conduite du vélo, très spéciale à Amsterdam. Je goûterai au fromage orange qui, malgré ce qu'on peut croire, ne sont pas tous les mêmes. Et pour finir, j'irai visiter le plus grand marché aux fleurs du monde. Il ne brasse pas que des tulipes. Je commence ma journée à la terrasse d'un petit café. J'ai rendez-vous avec Greg Shapiro. Cet Américain exilé à Amsterdam a une vision tendrement amusée des clichés hollandais. Et il est incollable sur les habitudes des Amstellodamois. Alors qu'est-ce que tu bois le matin? Je prends un coffee for Kurtz. Un quoi? Coffee for Kurtz, ça veut dire littéralement un café foiré. La version réussie, ce serait un cappuccino. Mais on a expliqué aux Hollandais qu'ils mettaient trop de lait. Ici, on en produit tellement du lait. Et ça, c'est pas un gros cliché? Oui, c'en est un, mais c'est quand même très vrai. Dis-moi, un autre cliché à propos des Hollandais, c'est qu'il est difficile de se faire des amis ici, c'est vrai? En fait, il y a un côté très guindé ici, ce qui est un peu différent. On est à Amsterdam et tout le monde se dit c'est une grande ville, on est branché, on est hype, on est moderne. Mais en fait, il y a un côté vieux jeu, un peu puritain, calviniste. Et je pense qu'ils n'en ont pas conscience. Salut Navo. Tu vas bien? Oui, c'est Navo. Lui aussi, c'est un expatrié. Ah, très bien, tu viens d'où, toi? De Londres. Mais viens prendre un café avec nous. Ok, merci. On était en train de parler des clichés, de ceux qui sont vrais, et il y a un cliché selon lequel les Hollandais ne seraient pas très accueillants. Un jour, mes parents sont venus me voir et on a voulu aller au restaurant, tous les trois. Il était 18h et le resto était vide. Bonjour, on peut avoir une table pour trois? Non, tout est réservé à 21h. Oui, mais il est 18h, on a le temps de manger, de prendre un dessert et de partir d'ici là, non? Non, pas deux services en une soirée. Oui, c'est très bizarre. Parce que les Hollandais peuvent être très commerçants et orientés business par ailleurs. Mais en termes de service, c'est pas ça. C'est comme cette dame qui entre dans un magasin de chaussures qui ferme à 17h. Il est 16h30. Oh, j'adore ces bottes, je peux les essayer? Non, madame, on ferme. Mais quand? À 17h. Bon, alors je peux les essayer vite fait. Non, vous ne comprenez pas. On ferme le magasin. Je dois partir. Bon, alors je les achète, direct. Je les adore. Non, je ne veux pas de votre argent. Je voudrais que vous n'existiez même pas. Sortez d'ici. S'il y a bien un cliché qui semble se vérifier au premier coup d'œil dans les rues d'Amsterdam, c'est le nombre de bicyclettes. Précisément, on en compte 600 000. Soit un peu plus d'un vélo par Amstellodamois, en âge de pédaler. 50% des déplacements intramuros se font à bicyclette. Et le code de la route prévoit ici que les vélos sont prioritaires sur tous les autres véhicules. Je demande à Greg de m'aider à en choisir un parmi toutes les déclinaisons que l'on trouve ici. Bonjour. Bonjour. Ça, c'est le classique, le vélo de grand-mère. Ah, le petit gazelle. C'est un vélo très joli, tout en courbe. Il ressemble un peu à un cygne. C'est vraiment le vélo classique, ça. Oui, c'est ça. Celui que tout le monde connaît.
On peut regarder la vue, le trafic, au lieu d'être comme ça, comme sur un VTT. Ah, c'est mieux comme ça, en fait. Oui, parce qu'il y a toujours quelqu'un, un scooter par exemple, qui arrive de derrière. Et quand tu es comme ça, tu peux pas voir d'où ils viennent. Alors que si tu es en hauteur, tu dis juste « Ah ouais ». Oui, c'est beaucoup mieux. Dites-moi, quand un client entre dans la boutique, est-ce que vous savez tout de suite le genre de vélo qu'il va acheter? Oh, ça dépend. Par exemple, essayons avec moi. Je vais faire la cliente. Bonjour. Bonjour. J'ai besoin d'un vélo. Vous avez une idée du type de vélo que vous aimeriez avoir? Aucune idée. Vous voulez des vitesses ou pas de vitesse? Des freins à main ou pas? Tu veux prendre le train avec? Parce qu'il y en a qu'on peut littéralement plier. Hein. Ah, c'est sympa, ça. Voilà, tu le prends et tu prends le train avec. Ou bien est-ce que vous avez des enfants à transporter? Oui, à Amsterdam, la voiture familiale, c'est le vélo. Et si tu veux changer pour un minivan, voilà le minivan. Ça, c'est un minivan. Comme ça, tu peux transporter les enfants. Enfin, surtout en banlieue, j'imagine. Peut-être pas dans les grandes villes. Tu peux passer au marché, faire des courses, amener les enfants à l'école. C'est très pratique. C'est fou, il y a toujours une innovation, un nouveau design. Celui-ci peut aussi servir pour transporter les enfants. Mais ils en ont fait une version pour chiens et une version postier aussi. Comme ça, vous pouvez aussi distribuer le journal. Ça, pour moi, c'est le meilleur. Moi, je suis toujours embêté avec la chaîne. Et dans celui-ci, la chaîne, elle est intégrée dans le cadre. Oh, j'adore celui-là. Mais comme je ne suis pas sûre de m'installer à Amsterdam tout de suite, je vais peut-être juste en louer un. Oui, bien sûr. Les locations, c'est ici. Ah d'accord, ici c'est l'endroit où on loue les vélos. Alors, qu'est-ce que je dois savoir avant de me lancer? Si tu vois des vélos arriver par la droite, tu dois les laisser passer. Si c'est un scooter, même s'il arrive de l'autre côté, il ne s'arrêtera pas. C'est comme les tramways, il t'écraserait. Et si tu croises un groupe de vélos qui ont tous la même couleur, ce sont sûrement des touristes qui viennent d'Italie, d'Espagne ou même de France. Et ils ont sans doute fumé de l'herbe. Donc, si tu te demandes s'ils sont défoncés, la réponse est oui, probablement. Oh là là, c'est dangereux, dis donc. Fais attention aux camions et méfie-toi des tramways. Et si possible, quand tu vois un piéton marcher sur la piste cyclable, tu attends le dernier moment et tu klaxonnes comme ça. D'accord, ok. Et là, tu les regardes paniquer. Alors, t'es prête? Est-ce que je suis censée avoir peur? Oui, il vaut mieux avoir peur. C'est plus prudent. Ok. Ok, allons-y. C'est à droite, par ici. Attention, non, 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 par là. Ouh là là, mon Dieu. Attention au bus. Il faut avoir les yeux partout. Un autre cliché ici, c'est qu'il pleut tous les jours. C'est très exagéré. En réalité, il ne pleut que 2 jours sur 3 en moyenne dans l'année. La vérité des Amsterdamois, c'est qu'en une seule journée, on peut avoir le sentiment de passer par les 4 saisons. Je profite donc d'une éclaircie pour aller sur un marché, continuer ma chasse aux clichés. Elle est douce, la vie à Amsterdam? Ça va? Ça va, oui, ça va. À part le soleil, ça va? change, ça fait longtemps, 35 ans à Amsterdam. Ah ouais? Ah, regarde, c'est cheveux gris, ça fait. Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux faire là sur le marché? Faut que j'aille prendre quoi? Que j'achète quoi? Qu'est-ce que tu vas acheter? Donc je ramène un Hollandais? Non, il ne faut pas amener un Hollandais. Non? Qu'est-ce que tu fais avec un paysan? Et il marchait avec les sabots et il rentrait dans le discothèque avec une chemise verte. Il avait commencé à... Oh là, la Hollande, qu'est-ce qu'ils ont? Il y a du fromage pour rentrer avec toi. Ouais. Du fromage et du hashish, c'est tout ce qu'ils ont. Fromage et hashish. Je fais mon marché aujourd'hui, je fais fromage et hashish. C'est ça, c'est ça ce qu'ils ont aussi. Rapporter du hashish d'Amsterdam. Voilà un stéréotype un peu trop français. Je vais donc plutôt essayer de trouver une fromagerie. Et sur ce marché, c'est presque aussi facile que de trouver des tapas à Madrid. Hi, goedemiddag. Bonjour. I don't know anything about Je ne connais absolument rien au fromage hollandais. cheese here in Holland. What do you have? Qu'est-ce que vous me suggérez? Plutôt un fromage jeune,
Je vais vous montrer. Vous voulez goûter? Avec plaisir. Voilà, ça c'est du fromage jeune. C'est du lait de vache? Oui, oui. Sinon, il y a du chèvre. Le chèvre. Merci. Il a quel âge celui-là? 5 mois, celui-là. Et celui-là? 4 ans, 4 ans et demi. The young one. Et le jeune? 4 semaines. So, I'm very surprised. Je suis vraiment surprise qu'il n'y ait qu'une seule sorte de fromage ici. It's Du Gouda. Et il n'y a que le goût qui change? Non, non. Gouda, en fait, c'est la forme. Ah bon? C'est la forme? Tous les fromages qui ont cette forme, on les appelle Gouda. Et dites-moi, ils viennent d'où ces fromages? Le fromage de Beemster vient en fait de cette province de Hollande du Nord d'où provient le lait aussi. Et la terre là-bas, en Hollande du Nord, est composée d'un type d'argile spécial, ce qui donne un goût très caractéristique au lait et donc au fromage. Ok, merci. Au revoir. La Hollande, pays de fromage. En réalité, c'est surtout le pays des vaches, et donc du lait. Et pour cause, ici la terre des polders, située sous le niveau de la mer, est tellement gorgée d'eau qu'il est impossible d'y faire pousser autre chose que de l'herbe. Les Hollandais ont donc élevé des vaches, et avant l'apparition du frigo, le seul moyen de conserver le lait, c'était d'en faire du fromage. Après cette petite pause, je poursuis ma balade aux portes d'Amsterdam. Et me voilà sur la rive du fleuve Amstel. Je suis à peine surprise d'apercevoir ces silhouettes, ces moulins qui sont l'image d'Épinal de la Hollande. Bonjour, Bonjour. Enchanté. ravi. Dites-moi, je pensais que ces moulins ne servaient plus que de décoration en Hollande. Non, non, il reste quelques moulins à vent en activité, qui servent tous les jours à des fins commerciales. Et vous travaillez dans ces moulins? Oui, tout à fait. On scie des troncs pour en faire des planches et des poutres. Ça, c'est le type de moulin le plus courant dans la région. Avant, il y avait 1 millier de moulins à vent dans cette petite région du nord d'Amsterdam. Et 350 d'entre eux étaient des scieries. Donc l'industrie du bois était très importante dans le coin. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, les machines sont plus efficaces que les moulins. Donc la fin de l'ère des moulins à vent se situe au 19e siècle, quand l'électricité et la vapeur ont pris le dessus. C'est difficile à imaginer, mais il arrive qu'il n'y ait pas de vent ici. Ah bah oui, j'imagine. Et dans ce cas, on ne peut pas travailler. Est-ce que c'était un moulin d'époque, celui-là? Celui-ci est tout neuf. Le moulin original datait de 1680. Et celui-ci a été complètement reconstruit, de A à Z, en 2007. Ce sont des chaussures de sécurité typiquement hollandaises. Vous voulez essayer? Et vous portez ça toute la journée? Oui. Oh, dis donc, je pense que je pourrais les enfiler avec mes bottes. Non, non, non. Salut, moi c'est Emma. Enchanté. Bon, bah voilà, hein. Les clichés, on est en plein dedans. Les moulins, les sabots, les beaux mecs hollandais. Vous avez compris ça? Non, pas vraiment. Enfin, juste la dernière phrase. Ils sont frais en été, ils tiennent chaud en hiver, et on sent pas mauvais des pieds avec. C'est ce que dit ma femme, en tout cas. Ça sent bon ici. L'odeur du bois, hein. Les gens pensent souvent que les moulins à vent ne sont utilisés que pour pomper de l'eau ou bien faire de la farine. Donc le fait qu'il y ait plein de types de machines, c'est surprenant pour eux. Ah, ça ralentit. It goes slower. Oui. Le vent est en train de tomber. On a besoin d'un peu plus de vent. Bon, alors qu'est-ce que vous en faites de tout ce bois? On le vend. À qui? C'est surtout pour le marché de la restauration de meubles. C'est une niche, parce qu'on fait des tailles de pièces que plus personne ne fait. C'est tellement étonnant de voir tout ça en activité.
Il reste 26 entreprises en Hollande qui construisent des moulins à vent. Celui-ci a été construit de la même façon qu'au XVIIe siècle, avec les mêmes outils, les mêmes techniques. Est-ce qu'on peut voir le mécanisme du moulin? Oui, si vous faites bien attention. D'accord, promis, je serai prudente. Qu'est-ce que c'est beau. Et c'est aussi relativement calme par rapport au boucan qu'on fait en bas. I love that. J'adore cet endroit. Je peux pas l'expliquer, mon cœur bat plus vite. Oui, on voit très bien ce que vous voulez dire. Combien y avait-il de moulins à vent en activité? Des milliers. Aujourd'hui, il en reste encore environ 1100 dans tout le pays. Autrefois, c'est à peu près ce qu'il y avait juste dans cette petite région. Le Zaanstreek, c'est à peine 10 km sur 10. Il y en avait plus de 1000 alignés là. Oh mon Dieu! C'est puissant, hein? Oui, c'est exactement ce qu'on ressent quand on arrive. Cette puissance, c'est incroyable. Venez, on va dehors. Wow. Incroyable. And tell me guys, how Et dites-moi, comment avez-vous eu l'idée de venir travailler dans des moulins? in those wheels? Bien. C'est quand même mieux que d'être assis derrière un bureau. Regardez autour de vous, c'est magnifique. Oui, c'est sûr. Et vous? What about you? Regardez comme vous êtes impressionnés. Oui, vraiment. Vous êtes impressionnés et moi aussi je suis impressionné. Ce que j'adore, c'est qu'avec ces machines, on a pu conquérir le monde. Chaque année, on pouvait construire plus de navires que la France et l'Angleterre réunis. Avec l'invention de ce type de scierie en 1620, ils construisaient 1000 navires par an dans la région. Incroyable. La marine marchande hollandaise, elle a fait la richesse d'Amsterdam au XVIIe siècle, le siècle d'or. En fait, c'était donc les moulins qui étaient derrière ces bateaux. Haal op, haal de vang nou op. Haal op, wat heeft die mooie haren. Haal op, haal de vang nou op. Hello. Bonjour, bienvenue. Merci. Moi, c'est Pete. Moi, Emma. Alors, je suis le meunier de ce moulin. Ici, nous produisons de la pierre calcaire et aussi des pigments qui sont utilisés dans la peinture. Tu vois, on l'utilise en peinture, comme les anciens grands maîtres. Rembrandt, Caravaggio, Vermeer. Oui, aussi Van Gogh, oui. Allez, on sort, je viens avec toi. Allons-y. Le monde de l'art, et surtout l'univers des pigments naturels, la création de la peinture, les coulisses, c'est fabuleux. Plus personne n'apprend ça aujourd'hui. On achète la peinture toute faite en magasin, c'est chimique. Et nous, on essaie d'apporter les pigments naturels aux grands maîtres. Les grands maîtres d'aujourd'hui, en 2011. Quelle est la spécificité d'un pigment fabriqué avec votre méthode? On peut acheter de la craie partout dans le monde. Mais ça, ce sont des pigments naturels. Ça a vraiment le pouvoir de la nature. Allez, démarrons le moulin. Qu'est-ce que ça va vite? C'est ça le pouvoir de la nature. Rembrandt, Vermeer, ces noms me font rêver. Dans ces moulins, c'est une autre histoire de la Hollande qui se raconte. Déjà, au XVIIe siècle, c'est la maîtrise des ressources énergétiques qui a fait de la Hollande le pays le plus riche d'Europe. À cette époque prospère, les Hollandais ont eu les moyens de développer la culture des tulipes.
Et c'est aujourd'hui aux portes d'Amsterdam qu'on trouve le plus grand marché floral du monde. J'y rencontre Nathalie, une Française qui m'invite dans ce lieu unique où s'écrit chaque jour le destin de millions de fleurs. Allez-y. Donc voilà, vous vous trouvez dans le plus grand marché aux fleurs du monde, Flora Holland, et nous avons ici une surface totale d'1 million de mètres carrés. Ah oui, quand même. 1 million de mètres carrés. Ça veut dire que le bâtiment, il fait combien de mètres de long? Plus de 600 mètres de long, et puis il y a plein de... C'est la surface totale. Hein. Et il y a combien de personnes qui travaillent ici? En fait, nous employons ici à Aalsmeer à peu près 12 000 personnes. En moyenne, c'est à peu près 35 millions de fleurs qui sont vendues tous les jours. Et ça depuis 100 ans. Et les tulipes, elles viennent toutes de Hollande ou pas? Pratiquement, oui. C'est ultra moderne. Quand est-ce que ça a été bâti, tout ça? Ce bâtiment date du début des années 70. Qu'est-ce que c'est que ça? Donc ça, c'est la salle de vente. Voilà. C'est pas possible. Donc c'est là que se trouvent les acheteurs. C'est là que se fait la vente au cadran. Hein. Ça veut dire quoi, la vente au cadran? La vente au cadran, c'est... On connaît les enchères d'œuvres d'art, d'antiquité, etc. Ou les prix montent? Les prix montent. Ouais. Et ça prend trop de temps. D'accord. Parce que c'est un produit périssable, donc il faut que ça aille vite. Donc la moyenne le plus rapide, disons, ce sont les enchères dégressives. Ça veut dire qu'on part d'un prix maximum qui est fixé à l'avance, et de ce prix-là, on redescend vers zéro. Et pour ça, on utilise un cadran. C'est pour ça qu'on appelle ça la vente au cadran. Alors eux, c'est des acheteurs? Ils sont acheteurs et ils sont employés par des sociétés d'exportation, de grossistes. Ils sont très souvent, ils sont spécialistes. Ils sont des grosses sociétés, donc ils ont un acheteur qui est spécialiste des roses, un acheteur qui est spécialiste des tulipes, un autre qui est spécialiste des lys, par exemple. D'accord. On peut pénétrer dans la salle? Bien sûr, oui, on va entrer. Bon. On nous appelle toujours Wall Street de la fleur, mais la comparaison s'arrête au bruit. Parce qu'ici, on entend vraiment tomber une aiguille. C'est super studieux ici. On est très très calme. C'est drôle. Ouais. Cette salle des marchés est l'héritage d'une époque où l'ornement floral était un symbole de richesse rare et très recherché. La spéculation autour des tulipes était délirante, à tel point que le prix d'un bulbe pouvait atteindre des sommets jusqu'à 20 fois le salaire annuel d'un artisan. Bien sûr, ce cours a fini par s'effondrer brutalement, ruinant de nombreux investisseurs et fragilisant toute l'économie. C'est ainsi qu'en 1637, les Néerlandais ont subi la première crise boursière de l'histoire. Alors une fois qu'ils ont acheté leur lot, qu'est-ce qui se passe ici? À la sortie de la salle de vente, il y a une imprimante et l'imprimante va donner pour chaque transaction un bon de distribution. Hein. C'est un bon comme ça. De cette façon, on sait de la coupe chez le producteur dans la serre à la destination finale, c'est-à-dire le fleuriste, n'importe où dans le monde, on peut retracer tout le trajet suivi par cette fleur. C'est hyper high-tech tout ça. Heureusement qu'il reste les fleurs. L'année dernière, on a vendu presque 10 milliards de tiges de fleurs. Sur ces 10 milliards, il y en avait à peu près un tiers, disons, du volume. Ce sont les roses, parce que la rose, c'est vraiment la fleur, universellement, la fleur la plus populaire. En deuxième place, ce sont les tulipes. Je crois que nous avons vendu autour de 600-700 millions de tulipes. Nous avons quand même 3/4 de la marchandise qui est produite aux Pays-Bas et 1/4, 25% de marchandises qui est produite dans d'autres pays de production. Donc l'Afrique, l'Israël, l'Équateur. Mais l'Afrique, par exemple, c'est pas du tout un pays qui produit de la fleur. Ce sont des producteurs néerlandais qui se sont installés là-bas en Afrique à cause du climat. Puisqu'ici, on est obligé d'éclairer les serres, de les chauffer. Bon, ça, ce sont des conditions qui sont là-bas météorologiques, ce sont des conditions naturelles, voilà. Les vélos, le fromage, la vie des anciens moulins, les odeurs de fleurs. Je partais avec des a priori un peu moqueurs et finalement tous ces clichés me laissent une impression très romantique. Aujourd'hui, tout en rencontrant des gens bien ancrés en 2011, j'ai eu un peu l'impression de voyager dans le temps.
Demain, je ferai le tour d'Amsterdam la verte. Ici, l'écologie n'est pas un vain mot. Je visiterai la plus grande usine de recyclage de déchets au monde. J'irai rencontrer les habitants d'un écoquartier au cœur de la ville et j'apprendrai tout sur les écosystèmes urbains.